Bienvenue dans cette exploration approfondie des théories des relations internationales, un domaine complexe, un domaine fascinant qui tente de décoder les dynamiques et les interactions entre les États et autres acteurs sur la scène mondiale. Cette vidéo est basée sur l'œuvre de Jean-Jacques Roche, Théorie des relations internationales, et va offrir un petit peu un panorama complet des principales écoles de pensée qui ont façonné notre compréhension des affaires internationales. Nous débuterons par une introduction générale aux théories de relations internationales. On va expliquer pourquoi ces quatre théories sont essentielles pour analyser et interpréter les événements mondiaux. Ensuite, nous examinerons un petit peu les critiques et les justifications de l'étude théorique, en mettant en lumière la pertinence de ces approches pour comprendre les mécanismes complexes des relations internationales. Ensuite, nous plongeons dans légèrement réaliste en explorant le contexte historique post-Première Guerre mondiale, qui a vu émerger le réalisme comme paradigme dominant. Nous discuterons des contributions de figures clés comme Hans Morgenthau, Kenneth Waltz et d'autres, tout en distinguant les variantes du réalisme telles que réalisme classique, néo-réalisme et réalisme libéral. Nous abordons également les approches statocentrées qui mettent l'accent sur l'importance de l'État dans les relations internationales et examinerons l'institutionnalisme néolibéral qui souligne le rôle des institutions internationales dans la facilitation de la coopération entre les États. L'école libérale et la tradition contractualiste seront également discutées, illustrant les théories de la coopération et de l'intégration, ainsi que les concepts de fonctionnalisme et de néo-fonctionnalisme qui proposent des cadres pour comprendre l'intégration régionale et internationale. Nous explorerons les théories de l'État faible, critiquant la tradition statocentrée européenne et les approches non statocentrées telles que le mondialisme et le transnationalisme qui offrent une vision élargie des acteurs et des interactions dans le système international. Enfin, nous allons aborder les théories critiques, y compris les approches néo-gramsciennes et constructivistes qui examinent les dimensions idéologiques et sociales des relations internationales, mettant en lumière les forces profondes, les structures de pouvoir et les processus de construction sociale. Donc, tout au long de cette vidéo, nous démontrerons l'importance de la pertinence de ces théories pour comprendre les défis contemporains du système international, que ce soit pour analyser les conflits armés, les crises économiques, les enjeux environnementaux ou les mouvements sociaux globaux. Ces théories offrent des outils analytiques indispensables pour naviguer dans la complexité du monde moderne. Alors, préparez-vous pour ce voyage intellectuel à travers les différentes écoles de pensée des relations internationales qui vous permettront de mieux appréhender les dynamiques qui façonnent notre monde. Soyez prêts à découvrir, à apprendre et à réfléchir sur les mécanismes qui sous-tendent les interactions globales avec des insights profonds tirés des travaux de plusieurs chercheurs et des grands penseurs du domaine. Alors, rapidement, pour commencer, pourquoi avons-nous besoin de théories des relations internationales? Alors, rapidement, les théories des relations internationales fournissent des cadres conceptuels pour comprendre et analyser les interactions entre les États, les organisations internationales, les entreprises multinationales et d'autres acteurs sur la scène mondiale. Elles permettent de saisir les dynamiques complexes des conflits, de la coopération, des alliances et des échanges économiques. Alors, toutefois, l'utilité et la validité des théories des relations internationales ont été certainement sujettes à des critiques. Certains universitaires comme Jean-Baptiste Durossel ont considéré les efforts de théorisation comme vains, estimant que la complicité de la vie internationale ne pouvait être réduite à quelques paradigmes. Pour eux, les événements singuliers prédominent sur les régularités sociologiques, rendant la science politique, et en particulier les théories des relations internationales, potentiellement vaines. En revanche, d'autres comme Raymond Aron ont cherché à développer des cadres théoriques malgré les défis inhérents à la formalisation de telles théories. Alors Aron, dans son monumental Paix et guerre entre les nations, visait à délimiter le champ des relations internationales en se basant sur des variables spécifiques. Bien qu'il ait lui-même admis les difficultés de cette entreprise un petit peu délicate.
Hans Morgenthau, donc une figure clé du réalisme classique, Hans Morgenthau, donc, très très connu dans la discipline, il soulignait l'impossibilité de créer une théorie générale des relations internationales qui irriguerait des observations simples en assertion générale du devenir du monde. Son approche qualifiée de praxis herméneutique cherchait à interpréter les faits à partir des lois objectives de la nature humaine, tout en reconnaissant les limites de la formalisation méthodologique. En dépit de ces critiques, l'étude théorique des relations internationales demeure importante. Elle offre une grille de lecture indispensable pour organiser et comprendre les turbulences de l'après-guerre froide et au-delà. Les différentes théories, bien qu'imparfaites et souvent en concurrence, fournissent des cadres d'analyse qui aident à structurer les informations et à interpréter les dynamiques complexes du système international. Alors, cette introduction met en lumière un petit peu l'importance et les défis des théories des relations internationales, donc d'une manière un petit peu résumée, justifiant un petit peu l'étude des théories des relations internationales malgré l'ensemble des critiques. Alors, l'étude des relations internationales avec des instruments spécifiques distincts de l'histoire et du droit émergea au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le besoin de comprendre et de contrôler les mécanismes de la violence internationale devint crucial après les horreurs du conflit, qui avait coûté la vie à 13 millions de personnes et détruit le mythe de la mission civilisatrice de l'Occident. Cette période marqua une rupture significative dans les perceptions, forçant les penseurs à réfléchir sur les causes profondes de la guerre et les conditions nécessaires pour établir une paix durable. Alors, c'est dans ce contexte de quête de stabilité et de paix que la première chaire spécialisée en relations internationales fut créée en 1919 à l'université du Pays de Galles. Cette initiative fut rapidement suivie par les universités américaines, illustrant l'importance croissante de cette nouvelle discipline. Les relations internationales se constituèrent ainsi comme un domaine autonome de recherche, distinct de la politique intérieure des États et obéissant à ses propres règles et dynamiques. Le réalisme émergea comme le paradigme dominant de cette nouvelle discipline, en opposant l'ordre interne des États au désordre naturel de l'arène internationale. Les réalistes se focalisèrent sur le comportement des États, leurs intérêts à agir et la guerre comme moyen spécifique d'action dans un environnement anarchique. Cette approche réaliste se définissait en opposition à l'idéalisme de la société des nations et fut longtemps considérée comme la seule manière scientifique d'aborder les questions internationales. Le réalisme s'imposa comme légèrement disciplinaire, malgré les nombreuses critiques portant sur son caractère réducteur et son pessimisme intrinsèque. Ainsi, le réalisme a façonné un petit peu l'étude des relations internationales en insistant sur l'importance des intérêts nationaux et des mécanismes de pouvoir dans un monde fondamentalement conflictuel. Il a fourni un cadre analytique robuste qui a guidé la pensée et la pratique des relations internationales pendant plusieurs décennies. Lorsqu'on parle du réalisme classique, alors le père fondateur, l'un des pères fondateurs du réalisme classique, c'est Hans Morgenthau, qui a établi un petit peu que la politique internationale est gouvernée par des lois objectives enracinées dans la nature humaine. Selon Morgenthau, ces lois objectives, ils déterminent le comportement des États de la même manière que les lois de la nature déterminent les phénomènes physiques. Il soutient que pour comprendre la politique internationale, il est essentiel de reconnaître la constante de l'intérêt national défini en termes de puissance. Morgenthau a ainsi posé les bases de la pensée réaliste en soulignant que l'intérêt national et la quête de puissance sont les moteurs fondamentaux des relations internationales. Le paradigme de l'état de nature, tel que conceptualisé par Thomas Hobbes, est central aussi
au réalisme classique. Hobbes décrit l'état de nature comme une condition antérieure à la formation de la société civile où les individus vivent dans un état de guerre perpétuelle, chacun contre tous. Cette vision pessimiste de la nature humaine, où la vie est solitaire, pauvre, désagréable, brutale et courte, justifie la nécessité d'un souverain puissant pour instaurer l'ordre et la sécurité. Selon Hobbes, les individus renoncent à une partie de leur liberté en faveur de l'autorité de l'État, qui détient le monopole de la violence légitime pour garantir la survie de la société. Alors, un autre paradigme, le paradigme de l'intérêt de Machiavel. Alors, Nicolas Machiavel, une autre figure centrale du réalisme, il rapporte la notion de l'intérêt égoïste comme moteur des actions politiques. Machiavel, dans Le Prince, il propose que les actions des dirigeants doivent être guidées non par la morale, mais par la pragmatique de l'intérêt et de la survie de l'État. Cette approche utilitariste, où l'intérêt de l'État prime sur les valeurs morales, s'oppose aux idéaux utopiques et humanistes. Machiavel soutient que les dirigeants doivent être prêts à utiliser tous les moyens nécessaires pour préserver la puissance et la stabilité de leur État, y compris la ruse et la force. En synthèse, le réalisme classique, avec des penseurs comme Morgenthau, Hobbes et Machiavel, ils insistent sur la nature conflictuelle des relations internationales, régies par des lois objectives de puissance et d'intérêt. Ces théoriciens établissent un cadre où la survie et la sécurité de l'État dépendent de sa capacité à naviguer dans un monde anarchique et compétitif. Alors, passons maintenant aux conséquences axiomatiques du réalisme. Alors, commençons par le théorème de la centralité de l'État, un théorème très important. C'est un théorème fondamental au réalisme. Il stipule que l'État est l'entité politique suprême capable de réguler les demandes diverses de la société. Inspiré par Aristote, ce théorème, il voit l'État comme un ordre parfait, mais avec une vision pessimiste de la nature humaine. Les réalistes influencés par Hobbes et sa conception de l'homme comme un loup pour l'homme considèrent que l'État ne cherche pas à garantir le bonheur, mais à lutter contre l'anarchie. Le pacte social transférant la souveraineté des individus à l'État devient alors l'instrument principal pour contenir les désordres sociaux et internationaux. En exerçant ses prérogatives souveraines, l'État maintient l'ordre en soumettant les diverses formes de violence à sa logique unitaire. Alors, Clausewitz et la guerre comme continuation de la politique, souvent cité, souvent mal compris. Karl von Clausewitz a influencé profondément les théoriciens réalistes avec sa célèbre formule selon laquelle la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Clausewitz ne faisait pas d'apologie de la violence, mais voyait la guerre comme un outil politique devant être contrôlé par la rationalité politique. Pour lui, la guerre doit servir des objectifs politiques et non la destruction totale de l'ennemi. Raymond Aron, grand défenseur de Clausewitz, soulignait que la finalité de la guerre est de soumettre l'adversaire à la volonté politique et que la paix est l'objectif ultime, non la victoire militaire. Alors, un autre théorème très important, c'est le théorème de l'impossibilité de Richard Ashley. Le théorème de l'impossibilité, tel que conceptualisé par Richard Ashley, il reflète un petit peu le pessimisme inhérent au réalisme. Ce théorème, il va postuler que la violence internationale découle de l'incapacité humaine à satisfaire pleinement ses besoins en raison de la rareté des ressources. Cette lutte perpétuelle pour la survie engendre des conflits constants entre des intérêts antagonistes. Les réalistes, influencés par la vision utilitariste, estiment que les actions humaines sont guidées par un calcul rationnel des coûts et des bénéfices visant à maximiser les gains. Le théorème de l'impossibilité pose donc un cadre rationnel où les patients sont contenus par les intérêts et les ressources limitées, soulignant ainsi la nature conflictuelle et compétitive des relations internationales. Ainsi, les conséquences axiomatiques du réalisme avec la centralité de l'État, la conceptualisation de la guerre par Clausewitz et le théorème de l'impossibilité
aussi Bachelet, ils fournissent un petit peu un cadre analytique pour comprendre les dynamiques de pouvoir et de conflits dans le système international. Ces théorèmes ou ces théories insistent sur la nécessité de la souveraineté de l'État et l'usage calculé de la force pour maintenir l'ordre et la stabilité dans un monde anarchique et compétitif. Par la suite, nous avons le néo-réalisme. Alors, Kenneth Waltz est une figure centrale du néo-réalisme, ayant réintroduit, reformulé les principes du réalisme classique dans un cadre plus systématique et rigoureux. Waltz, dans son ouvrage influent Theory of International Politics, publié en 1979, il argumente que la structure du système international impose des contraintes sur le comportement des États. Il distingue les relations internationales de l'étude de la politique étrangère des États en se concentrant sur la structure du système international plutôt que sur les caractéristiques internes des États. Selon Waltz, la structure internationale est définie par l'anarchie, c'est-à-dire l'absence d'une autorité centrale et par la distribution des capacités entre les unités principales, c'est-à-dire les États. Alors, quelle est la différence entre réalisme classique et néo-réalisme? La distinction majeure entre le réalisme classique et le néo-réalisme, il réside dans leur approche analytique. Le réalisme classique est représenté par des penseurs comme Hans Morgenthau, se focalise sur la nature humaine et les motivations des leaders politiques, considérant les actions des États comme guidées par une quête de puissance ancrée dans des principes anthropologiques. En revanche, le néo-réalisme de Waltz se concentre sur la structure du système international comme déterminant principal du comportement des États. Waltz postule que les interactions des États sont façonnées par la distribution des capacités au sein du système, indépendamment des caractéristiques internes des États. Cette approche structurelle, elle permet d'expliquer les régularités dans les comportements des États sans recourir aux motivations individuelles ou nationales. Alors, le réalisme structurel, lui, est également connu sous le nom de néo-réalisme structurel, approfondit l'analyse de Waltz, en insistant sur l'importance de la structure du système international et sur les contraintes qu'elle impose aux unités constitutives, c'est-à-dire les États. Dans cette perspective, la structure du système est définie non seulement par l'anarchie, mais aussi par la distribution des capacités matérielles entre les États. Les interactions entre les États sont ainsi vues comme étant largement déterminées par leur position relative dans cette structure. Le réalisme structurel reconnaît que les États, bien que souverains, doivent constamment s'adapter aux exigences et aux pressions de l'environnement international. Les auteurs comme Barry Buzan ont contribué à cette approche en intégrant des dimensions supplémentaires telles que les facteurs économiques, sociaux et idéologiques, tout en maintenant que la structure reste le cadre principal de l'analyse. En synthèse, nous avons bien sûr le néo-réalisme de Kenneth Waltz et le réalisme structurel qui offre une compréhension robuste et systématique des dynamiques internationales en se concentrant sur les contraintes structurelles du système international plutôt que sur les caractéristiques individuelles des États. Alors, ces théories fournissent un cadre analytique puissant pour expliquer les régularités, les variations dans le comportement des États sur la scène internationale. Par ailleurs, nous avons le réalisme libéral. Alors, le réalisme libéral, tout en reconnaissant les aspects conflictuels inhérents à l'anarchie internationale, il met en avant la possibilité de réguler cette anarchie par le biais de régimes internationaux et de coopération. Les régimes définis comme des ensembles de principes, de normes, de règles et de procédures de prise de décision autour desquelles les attentes des acteurs convergent dans un domaine particulier, permettent de faciliter la coopération même entre des États égoïstes et souverains. Par exemple, les accords sur le contrôle des armements, comme les traités SALT, illustrent comment les mécanismes de réciprocité peuvent encourager la collaboration en matière de sécurité internationale, réduisant ainsi les risques de conflit. Alors, Hedley-Bull, dans son œuvre The Anarchical Society, 1977, a proposé une vision nuancée du système international. Bull soutient que, malgré l'anarchie inhérente aux relations internationales, il existe une société
communauté internationale où les États interagissent selon des règles et des institutions communes. Cette société anarchique est caractérisée par un équilibre délicat entre l'ordre et le désordre, l'amitié et l'hostilité. Il est possible que les États, tout en préservant leur souveraineté, reconnaissent un intérêt mutuel à maintenir un certain ordre international fondé sur des valeurs partagées et des pratiques institutionnalisées. Le réalisme néoclassique est une évolution du réalisme classique et du néo-réalisme. Il introduit la sécurité. La sécurité comme référence centrale de l'analyse des relations internationales. Barry Buzan, un des principaux théoriciens de cette école, a mis en avant l'idée que la quête de sécurité est au cœur des interactions étatiques. Contrairement à Kenneth Waltz, qui se concentre sur les contraintes structurelles, Buzan et d'autres néoclassiques, ils intègrent des variables exogènes telles que les régimes politiques et les idéologies pour expliquer les comportements des États. Cette approche permet de mieux comprendre comment les États peuvent chercher à améliorer leur propre sécurité en participant à des régimes internationaux tout en coopérant sur des questions de sécurité commune, tout en naviguant dans un environnement international anarchique. Par la suite, nous avons ce concept de réalisme défensif versus réalisme offensif. Le réalisme défensif et le réalisme offensif sont deux branches distinctes du réalisme néoclassique, partagent une base commune mais divergent profondément dans leurs interprétations des motivations et des actions des États. Alors, le réalisme défensif, élaboré par des auteurs comme Jacques Snyder et Stefan van Evera, se concentre sur le dilemme de sécurité initialement défini par John Hertz. Cette théorie souligne que les États cherchent avant tout à maintenir leur sécurité plutôt qu'à maximiser leur puissance. Les réalistes défensifs croient que les États adoptent des politiques agressives uniquement lorsqu'ils se sentent menacés. Ainsi, en l'absence de menaces extérieures, les États n'ont pas de raison systémique de mener des politiques expansionnistes. La quête d'une sécurité minimale pour garantir l'intégrité territoriale et l'indépendance politique est la priorité des États, conduisant une prise en compte mutuelle des attentes et des perceptions des menaces entre les leaders politiques. En d'autres termes, la stabilité internationale peut être renforcée par la transparence démocratique et les alliances, réduisant ainsi l'anarchie des relations internationales. Alors, le réalisme offensif, lui, en revanche, il critique un petit peu la trop grande importance accordée par le réalisme défensif à la rationalité de la décision politique et la sous-estimation des ambitions des États révisionnistes, qui cherchent à modifier le statu quo. Les réalistes offensifs, tels que Randall Schweller et Farid Zakaria, soutiennent que l'anarchie internationale oblige les États à rechercher constamment maximiser leur pouvoir relatif ou leur influence pour assurer leur survie. Cette école de pensée postule que l'accumulation de puissance est non seulement une stratégie défensive, mais aussi une nécessité imposée par la nature compétitive et anarchique du système international. Ainsi, les États sont incités à adopter des politiques expansionnistes, même en l'absence de menaces immédiates, afin de renforcer leur position et d'assurer leur sécurité à long terme. Quelques exemples de réalisme défensif. Un exemple classique de réalisme défensif est la politique de dissuasion nucléaire adoptée par les États-Unis pendant la guerre froide. La dissuasion reposait sur la capacité de représailles mutuelles assurée où chaque État nucléaire cherchait à maintenir un équilibre de la terreur pour éviter toute agression directe. La course aux armements, bien que agressif en apparence, était en réalité motivée par un désir de sécurité et de stabilité, minimisant ainsi les risques de guerre intentionnelle. Un exemple de réalisme offensif, le réalisme peut être illustré par la politique expansionniste des États-Unis à la fin du XIXe siècle, marquée par la guerre hispano-américaine de 1898. Farid Zakaria analyse cette période comme un moment où les États-Unis, malgré l'absence de menaces extérieures sérieuses, ont adopté une politique d'expansion pour accroître leur influence
et leur pouvoir global. Zakaria argue que cette expansion fut facilitée par des transformations internes, comme l'augmentation de la liberté d'action de l'exécutif américain, illustrant ainsi que comment les États peuvent poursuivre des politiques offensives en réponse à des opportunités perçues plutôt qu'à des menaces directes. Donc, en conclusion, bien que partageant une base théorique commune, le réalisme défensif et le réalisme offensif, ils offrent des perspectives distinctes sur les motivations et les stratégies des États dans le système international. Le premier, il privilège la sécurité et la stabilité, tandis que le second insiste sur la nécessité d'accumuler et de maximiser le pouvoir dans un environnement anarchique. Une autre figure centrale du réalisme hégémonique, Robert Gilpin, qui redéfinit la notion de la puissance en termes d'agrégat, de capacité matérielle et de volonté politique. Gilpin a été particulièrement influent avec son ouvrage The Political Economy of International Relations, où il analyse l'influence respective du pouvoir politique et des mécanismes économiques sur la stabilité de l'ordre international. Il postule que le marché et l'action des États sont complémentaires dans la redistribution des richesses. Cependant, la capacité des États, notamment des États-Unis, à assumer leurs responsabilités internationales a conduit à un rôle accru des marchés dans la configuration des rapports mondiaux. Gilpin a introduit également la notion d'hégémonie informelle, où une nation dominante exerce son influence non pas par des institutions formelles, mais par des régimes internationaux qui favorisent une domination indirecte. Par exemple, la domination du dollar américain et la multilatéralisation des échanges sont des régimes qui diffusent le modèle américain de manière informelle, consolidant ainsi l'hégémonie des États-Unis sans nécessité de contrôle institutionnel direct. Joseph Nye, en complément à l'analyse économique de Gilpin, a popularisé le concept de soft power. Dans son ouvrage Bound to Lead, Nye oppose le soft power au hard power traditionnel. Le soft power repose sur la capacité d'un État à attirer et à convaincre par la culture, les valeurs politiques et les politiques étrangères plutôt que par la coercition ou l'incitation. Nye affirme que dans un monde où les moyens tangibles de la puissance militaire et économique deviennent moins fongibles, les facteurs intangibles comme la culture et l'idéologie gagnent en importance. Les États-Unis, par exemple, peuvent utiliser leur culture et leurs valeurs démocratiques pour influencer les autres nations sans recourir à la force, ce qui est souvent plus efficace et moins coûteux. Nye souligne que si un État peut restructurer une situation de manière à ce que les autres États fassent des choix qui s'alignent avec ses propres intérêts, il peut alors exercer une influence significative sans coercition. Cette approche repose sur l'attraction et la coopération, où les valeurs et les institutions d'un État dominant deviennent des normes internationales acceptées, renforçant ainsi son influence globale. D'autres théories ont émergé en réponse aux méthodes empiriques et descriptives de l'histoire diplomatique. Nous avons les théories behavioristes qui ont cherché à dépasser ces approches en appliquant des techniques plus systématiques et analytiques, souvent empruntées aux sciences sociales. Ces théories ont tenté de modéliser les interactions internationales en termes de systèmes, où les comportements des acteurs sont analysés comme des réponses automatiques à des stimuli spécifiques, indépendamment des variables internes des États. Cette approche systémique a permis de conceptualiser les relations internationales de manière plus objective et dépersonnalisée en se focalisant sur les interactions et les régularités plutôt que sur les spécificités historiques ou culturelles des États. L'application de la théorie des systèmes en relations internationales a également permis d'identifier et de décrire les contraintes structurelles qui pèsent sur les États. En intégrant les interactions existantes entre les unités du système, les behavioristes ont offert des schémas de représentation du monde visant à simplifier la complexité et à rendre compte des dynamiques de stabilité et de changement au sein de l'ordre international. Par exemple,
Morton Kaplan, dans son ouvrage System and Process in International Politics, 1957, a élaboré une typologie des régimes internationaux basée sur les configurations de pouvoir et le nombre d'acteurs impliqués, illustrant ainsi la manière dont les systèmes internationaux peuvent être analysés en termes de structure et de fonction. Alors, les approches statocentrées en relations internationales, ils ont été profondément influencés par les avancées dans les sciences exactes, en particulier par les théories de la cybernétique, de la complexité. La cybernétique développée par des scientifiques tels que Norbert Wiener a introduit des concepts comme la rétroaction, feedback, l'autorégulation, et permettant d'analyser les systèmes politiques et sociaux comme des entités dynamiques capables de s'adapter et de maintenir un quasi-équilibre malgré des perturbations externes. Karl Deutsch, par exemple, a appliqué ces idées à l'étude des systèmes politiques en examinant comment les flux d'informations et de communication influencent la cohésion et la stabilité des sociétés. De plus, la théorie du chaos, avec ses notions d'entropie et de négantropie, a enrichi la compréhension des systèmes internationaux en mettant en évidence la nature intrinsèquement instable et dynamique des relations internationales. Edgar Morin et d'autres théoriciens ont utilisé ces concepts pour expliquer comment des systèmes apparemment désordonnés peuvent engendrer de nouveaux ordres, illustrant la transformation continue des structures internationales sous l'effet de variables imprévisibles. Cette perspective a permis de dépasser un petit peu les approches déterministes et statiques en favorisant une vision plus flexible et évolutive des interactions internationales. Aussi, nous avons l'institutionnalisme néolibéral développé principalement par Robert Keohane et Joseph Nye dans les années 1970, qui se concentre un petit peu sur les mécanismes d'interdépendance qui ont transformé les relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale. Keohane et Nye, dans leur ouvrage Transnational Relations and World Politics, 1972, ont analysé les conséquences de la mise en contact permanente, non seulement des nations, mais aussi des économies et des sociétés. Ils ont identifié 4 ordres d'interaction: l'information, le commerce d'objets physiques, les flux financiers et la libre circulation des hommes et des idées. L'école de l'interdépendance complexe se distingue par sa prise en compte des régimes internationaux définis comme des ensembles de principes, de normes, de règles et de procédures qui structurent des interactions internationales. Ces régimes permettent de décrire les réseaux institutionnalisés ou non par lesquels se diffusent de nouvelles normes de comportement. Keohane et Nye soutiennent que les régimes internationaux facilitent la coopération en réduisant les incertitudes et en rendant les attentes des États plus prévisibles. Le néolibéralisme, en s'appuyant sur les principes de l'institutionnalisme néolibéral, se distingue par son accent sur les institutions internationales comme moyen de réguler l'anarchie du système international. Contrairement au néo-réalisme de Kenneth Waltz, qui voit l'anarchie comme une contrainte permanente nécessitant une approche essentiellement conflictualiste, les néolibéraux soutiennent que les institutions internationales peuvent atténuer les effets de l'anarchie en facilitant la coopération entre les États. Dans After Hegemony, 1984, Keohane explore comment les institutions internationales peuvent maintenir la coopération même en l'absence d'une puissance hégémonique. Il argumente que les institutions internationales réduisent les coûts de transaction, fournissent de l'information et favorisent la réciprocité, rendant ainsi la coopération plus attrayante pour les États. Cette perspective met en lumière l'importance des organisations internationales, non seulement comme forum de négociation, mais aussi comme acteurs capables d'influencer les comportements des États en modifiant les règles du jeu international. Ensemble, un petit peu, l'institutionnalisme néolibéral et l'école de l'interdépendance complexe apportent une vision optimiste des relations internationales où la coopération et les institutions vont jouer un rôle important dans la gestion des affaires mondiales. Il démontre que même dans un système anarchique, les États peuvent trouver des moyens de collaboration efficaces
grâce à des mécanismes institutionnalisés qui vont réduire un petit peu l'incertitude et encourager encourager les comportements coopératifs. Par ailleurs, vous avez l'école libérale en relations internationales qui s'inspire largement des idées d'Emmanuel Kant, particulièrement de son ouvrage Projet de paix perpétuelle, publié en 1795. Kant il développe l'idée que les États, à l'instar des individus, peuvent se soumettre à une loi morale commune pour instaurer une paix durable. Il propose que les républiques démocratiques fondées sur la liberté et le respect des droits de l'homme ont une proportion naturelle à établir des relations pacifiques entre elles. Cette hypothèse a été le fondement de la théorie de la paix démocratique ou Pax Democratica, qui postule que les démocraties sont moins susceptibles de se faire la guerre les unes contre les autres. Les recherches sur la Pax Democratica ont été initiées par des travaux comme celui de Melvin Small et David Singer et amplifiées par Michael Doyle dans les années 80. Doyle a argumenté que la nature des régimes politiques internes des États influence fortement leurs comportements internationaux. Les démocraties, par leur structure institutionnelle et la pression de l'opinion publique, tendent à éviter les conflits armés entre elles. Et en conséquence, la promotion de la démocratie à l'échelle mondiale est vue comme un moyen de pacifier durablement les relations internationales. D'autres théories, les théories de la coopération et de l'intégration sont également centrales à l'école libérale. Ces théories suggèrent que les États peuvent surmonter les défis de l'anarchie internationale en développant des institutions et des régimes internationaux qui facilitent la coopération. Hugo Grotius, souvent considéré comme le père fondateur du droit international, a posé les bases de cette tradition avec son ouvrage de Juri Belli Acepastis, 1625, où il défend l'idée que les États peuvent réguler leurs interactions par des normes communes et le respect du droit. Le processus d'intégration supranationale, tel que l'Union européenne, illustre comment les États peuvent collaborer de manière étroite pour atteindre des objectifs communs, allant au-delà des simples interactions intergouvernementales pour créer des politiques et des institutions communes. David Mitrani, par exemple, elle a proposé le fonctionnalisme comme un cadre pour l'intégration internationale où la coopération dans les domaines techniques et économiques pourrait progressivement s'étendre et à d'autres domaines conduisant éventuellement à une intégration politique plus profonde. Alors, la tradition contractualiste, à travers le fonctionnalisme, le néofonctionnalisme, le fédéralisme participatif et l'intergouvernementalisme, ils offrent une perspective variée sur les mécanismes d'intégration et de coopération internationale. Ces approches mettent en lumière les diverses manières dont les États peuvent collaborer pour surmonter les défis de l'anarchie internationale tout en respectant la diversité des intérêts et des identités nationales. Alors, le fonctionnalisme élaboré par des praticiens comme David Mitrani repose sur l'idée que la coopération internationale peut être progressivement étendue à partir de fonctions spécifiques qui nécessitent une collaboration technique entre les États. Le concept central est que par la coopération dans des domaines techniques et économiques, les États peuvent développer des habitudes de collaboration qui s'étendent ensuite à d'autres domaines, réduisant ainsi les conflits et favorisant l'intégration. Le néofonctionnalisme initié par Ernest Haas a élargi cette approche en intégrant l'idée de spillover, où l'intégration dans un domaine entraîne une dynamique de coopération accrue dans d'autres secteurs, conduisant éventuellement à une intégration politique plus large. Le néofonctionnalisme se distingue du fonctionnalisme classique en ne cherchant pas à éliminer les États, mais plutôt à les intégrer dans un cadre fédéral tout en respectant leur souveraineté. Contrairement au fonctionnalisme, qui était souvent critique de l'État, le néofonctionnalisme considère que les États peuvent jouer un rôle constructif dans le processus d'intégration en transférant progressivement des compétences à des institutions supranationales. Cette approche est caractérisée par une progression pragmatique et empirique
où l'intégration est réalisée fonction par fonction en fonction des opportunités et des bénéfices mutuels perçus. Alors, par ailleurs, le fédéralisme participatif, étudié par des chercheurs comme Jean-Louis Kermon et Maurice Croizat, se concentre sur les modalités pratiques de la cohabitation entre les autorités fédérales et fédérées. Il s'intéresse particulièrement à la manière dont les différentes entités, Länder, cantons et régions, collaborent au sein d'un même cadre politique, en mettant l'accent sur l'interaction et la coopération entre les niveaux de gouvernement. Cette approche repose sur l'idée que la participation active des entités fédérées dans les instances fédérales est essentielle pour garantir une gouvernance efficace et réactive. L'intergouvernementalisme, développé par Stanley Hoffman et Robert Keohane, analyse la coopération entre les États comme un processus de négociation entre des entités souveraines cherchant à maximiser leurs intérêts nationaux. Cette théorie met l'accent sur le rôle des États en tant qu'acteurs rationnels qui coopèrent pour résoudre des problèmes communs tout en préservant leur souveraineté. L'intergouvernementalisme reconnaît l'importance des institutions internationales, mais les voit principalement comme des forums facilitant la coopération interétatique plutôt que comme des acteurs indépendants avec une autorité supranationale. Une théorie qui va émerger en réponse à la perception que les États, principalement dans le tiers-monde, ils ne parviennent pas à remplir leurs fonctions fondamentales, c'est les théories de l'État faible. Ces théories mettent en évidence les carences structurelles et institutionnelles des États exacerbées par l'universalisation forcée du modèle occidental. Les échecs de cette universalisation ont souvent provoqué des catastrophes, soulignant le besoin d'un État efficace et légitime. Une critique majeure de la tradition statocentrée européenne réside dans son incapacité à s'adapter aux réalités des États faibles. Dans ces contextes, l'État peut donner l'apparence d'un pouvoir autoritaire, mais il est en réalité limité par des centres locaux de résistance, l'inertie bureaucratique, la corruption et la fragmentation sociale. Cette situation crée un cercle vicieux. L'État n'a pas la capacité de créer une légitimité en offrant sécurité et services essentiels. Et dans ses tentatives pour acquérir cette force, il adopte des pratiques prédatrices qui perpétuent sa faiblesse. Le discours sur le monde post-westphalien a amplifié ces critiques en promouvant l'idée que la souveraineté étatique est dépassée par les nouveaux défis globaux. Cependant, la fin de la détente et le besoin d'États forts, comme observé en Afrique et dans l'ex-URSS, ont rapidement démontré la vacuité de ces théories. Les approches statocentrées ont dû évoluer pour intégrer ces réalités, tout en maintenant l'idée que l'État reste un acteur central indispensable pour la stabilité et la paix. Donc, en conclusion, ces théories de l'État faible et critiques de la tradition statocentrée européenne mettent en lumière un petit peu les défis contemporains des relations internationales et soulignent la nécessité d'un État fort et légitime capable de répondre aux demandes croissantes de ses citoyens tout en naviguant dans un environnement international complexe et interconnecté. Alors, il n'y a pas que des approches statocentrées, il y a aussi des approches non statocentrées. Alors, premièrement, le mondialisme et le transnationalisme, qui représentent des défis fondamentaux à la tradition statocentrée en relations internationales. Le mondialisme développé par des penseurs comme Jean Bourton propose que l'État ne peut plus être considéré comme l'acteur unique ou même principal de la scène internationale. Bourton, dans son œuvre abondante, il a conceptualisé une société monde où une pluralité d'acteurs tels que les organisations internationales, les firmes internationales, les ONG interagissent dans une toile d'araignée complexe d'échanges transnationaux. Cette approche conteste la vision réaliste de la politique de puissance en insistant sur l'importance des interactions multiples et harmonieuses plutôt que sur les tensions et les conflits. Le transnationalisme, quant à lui, reprend et actualise certaines idées mondialistes en mettant l'accent sur les réseaux et les flux transfrontaliers qui échappent au contrôle étatique. James Osno, par exemple, a exploré la notion de turbulence dans le système international, où les changements rapides et de nouveaux défis
comme la pollution ou le terrorisme, exigent des réponses qui transcendent les capacités des États individuels. Cette perspective met en lumière la complexité croissante des interactions globales et l'érosion du pouvoir étatique face à des acteurs non étatiques de plus en plus influents. Alors, Burton, c'est un pionnier de la critique non statocentrée en relation internationale. Dans sa conception de la société-monde, Burton se concentre sur les besoins fondamentaux des individus plutôt que sur les intérêts étatiques. Il propose que l'insatisfaction des besoins fondamentaux au niveau interne est la cause principale des tensions internationales. Cette approche, en se focalisant sur les échanges transnationaux et les demandes sociales diverses, égalité, le bonheur, la justice sociale, il conteste la distinction traditionnelle entre politique internationale et politique interne. Burton avance que les transactions économiques, sociales et culturelles à travers les frontières nationales forment un réseau d'interactions qui ne peut plus être compris à travers le prisme étroit de la puissance étatique. Alors, Elias aussi, dans son ouvrage La société des individus, prolonge cette réflexion en examinant les rapports entre l'individu et la société à l'échelle globale. Elias postule que plus l'environnement social est large, plus les possibilités d'individualisation sont nombreuses. Il décrit un monde où les interdépendances entre les individus et les États créent un sentiment d'appartenance à une humanité globale. Cette approche remet en cause l'idée que l'État-nation est la seule unité d'analyse pertinente en soulignant l'importance des réseaux sociaux et des dynamiques globales qui façonnent les relations internationales. Elias montre comment la globalisation et l'interdépendance croissante entraînent des transformations profondes dans la manière dont les individus et les États interagissent. Nous avons aussi l'école de l'impérialisme, bien que marginale dans l'élaboration des théories des relations internationales, a eu une influence significative, notamment à travers la théorie de la dependencia développée en Amérique latine. Cette théorie explique la situation des pays du Sud par l'exploitation exercée par les pays du centre capitaliste. L'argument central est que les relations internationales reflètent les dynamiques de la lutte des classes transposées au niveau global. Les pays de la périphérie sont subordonnés aux intérêts économiques des pays du centre, entraînant un développement inégal. Ce cadre analytique fut utilisé pour critiquer les postulats libéraux d'un commerce international bénéfique pour tous, en soulignant les asymétries de pouvoir et de bénéfices dans le système économique mondial. L'économie politique internationale, influencée par des penseurs comme Gilles Payne, il propose une analyse intégrée des interactions entre pouvoir politique et processus économique. Gilles Payne explore un petit peu comment les marchés et les États coexistent et interagissent pour configurer l'ordre international. Il est possible que les marchés peuvent avoir une autonomie significative, mais restent influencés par les décisions politiques des États puissants. L'économie politique internationale, il vise à comprendre comment les structures économiques globales, telles que les flux de capitaux et les réseaux de production, influencent la distribution de la puissance dans le système international. La théorie de la puissance structurelle, formulée par Susan Strange, s'inscrit dans cette perspective aussi. Elle met en évidence l'importance des structures économiques dans l'exercice de la puissance. Strange compare l'économie mondiale à un casino capitaliste où les marchés financiers jouent un rôle central et souvent incontrôlable. Elle argumente que la localisation des décisions stratégiques est plus déterminante que la simple possession de capacités matérielles et que la puissance économique peut être exercée de manière diffuse et indirecte par le contrôle des structures de production et de financement et d'information. Par ailleurs, il y a la globalisation en tant que programme de recherche. Il a été exploré en profondeur par des chercheurs comme Zaki Laïdi. Contrairement à une simple reprise des thèses marxistes ou libérales, Laïdi propose une nouvelle phénoménologie du monde où la globalisation est perçue comme un phénomène transformant radicalement les mentalités et les perceptions. Alors, selon Laïdi, la fin de la guerre froide, il a entraîné une crise des idéologies traditionnelles et une perte des repères. La globalisation est ainsi envisagée non seulement comme un ensemble de processus économiques, mais aussi comme une transformation profonde des structures intellectuelles
et culturelle de la société mondiale. Cela nécessite le développement d'outils analytiques inédits pour comprendre et répondre aux nouvelles problématiques internationales. Alors, les théories critiques des relations internationales, en particulier celles influencées par les travaux de Frank Ninkovich et Robert Cox, se concentrent sur les forces profondes qui façonnent les systèmes politiques et économiques mondiaux. Ces théories, elles affirment un petit peu que les structures sociales, économiques et politiques profondes exercent une influence déterminante sur les perceptions et les pratiques internationales. Alors, selon cette perspective, les processus historiques et les relations de pouvoir sous-jacentes doivent être examinés pour comprendre les dynamiques internationales. Les forces profondes comprennent des aspects tels que les intérêts économiques structurels, les configurations de pouvoir global et les idéologies dominantes qui ensemble déterminent les schémas de coopération, de conflit et de changement sur la scène internationale. Les théories critiques visent également à mettre en lumière la manière dont ces forces façonnent les perceptions des acteurs internationaux, souvent en distordant les réalités politiques et économiques. Par exemple, elle souligne comment les représentations des menaces et des opportunités peuvent être manipulées pour servir des intérêts particuliers, influençant ainsi les politiques et les relations internationales. En mettant en avant l'importance de la perception et de l'idéologie dans la formation des politiques, ces théories contestent des visions plus matérialistes et objectivistes de la politique internationale. Alors, l'approche néo-gramscienne, inspirée par les travaux d'italien Antonio Gramsci, constitue une partie essentielle des théories critiques. Cette approche se concentre sur le concept d'hégémonie, un processus par lequel un groupe dominant établit une forme de domination consensuelle sur d'autres groupes, non seulement par la force, mais aussi par l'influence idéologique et culturelle. Selon les néo-gramscianistes, cette hégémonie est maintenue par un ensemble complexe d'institutions, de pratiques culturelles et de discours qui légitiment et renforcent le pouvoir des élites dominantes. Robert Cox, un des principaux théoriciens néo-gramscianistes, a élargi ce concept en introduisant l'idée que les structures sociales et économiques de l'ordre mondial sont le produit de rapports de force historiques et de processus de négociation entre les différents groupes d'intérêt. Selon Cox, l'analyse des relations internationales doit inclure une compréhension des forces sociales et économiques sous-jacentes qui façonnent les institutions internationales et les pratiques politiques. Cette perspective critique remet en question la neutralité apparente des institutions internationales et des processus politiques en révélant les mécanismes par lesquels les intérêts des puissances dominantes sont perpétués. Alors, nous avons aussi le réflectivisme, souvent associé à des penseurs comme Nicolas Onluf. Richard Ashley se distingue par son emphasis sur la construction sociale des réalités internationales. Contrairement aux approches positivistes qui se concentrent sur les données objectives et les régularités observables, le réflectivisme met en avant l'importance des idéations, des discours et des interactions dans la formation des structures et des pratiques internationales. Cette perspective soutient que les concepts fondamentaux de la politique internationale, tels que la souveraineté, la sécurité et le pouvoir, sont socialement construits et doivent être compris dans leur contexte discursif et pratique. Le constructivisme, une approche connexe mais distincte, examine comment les identités, les normes et les valeurs influencent le comportement des acteurs internationaux. Alexander Wendt, un des principaux théoriciens du constructivisme, propose que les relations internationales sont façonnées par les interactions sociales et les constructions normatives, qui modèlent les attentes des acteurs et les structures internationales. Selon le constructivisme, les intérêts des États et les dynamiques de pouvoir ne sont pas simplement le résultat de leur position matérielle ou de leur capacité, mais sont également construits à travers des processus sociaux et normatifs. En conclusion, donc, les théories des relations internationales constituent un ensemble diversifié de perspectives analytiques qui permettent de comprendre les dynamiques complexes du système international. Parmi les théories abordées, nous avons exploré le réalisme, le néo-réalisme, le réalisme libéral et le réalisme hégémonique.
Le réalisme avec ses variantes défensives et offensives met en avant la nature anarchique du système international et la quête de puissance et de sécurité des États. Le néo-réalisme de Kenneth Walls se concentre sur les contraintes structurelles du système international, tandis que le réalisme libéral introduit un petit peu la possibilité de coopération par le biais des régimes internationaux et des institutions. Nous avons également examiné dans cette vidéo l'institutionnalisme néolibéral qui met en lumière le rôle des institutions internationales dans la facilitation de la coopération entre les États. Et l'école libérale qui soutient que les régimes démocratiques tentent à éviter les conflits armés entre eux, la Pax Democratica. Les traditions contractualistes, fonctionnalistes et néo-fonctionnalistes, ainsi que les approches de fédéralisme participatif et d'intergouvernementalisme, offrent des cadres pour comprendre l'intégration et la coopération internationale. Les théories de l'État faible critiquent la tradition statut-centrée européenne en soulignant les défis spécifiques des États du Sud, tandis que les approches non statut-centrées comme le mondialisme et le transnationalisme proposent une vision élargie des acteurs et des interactions dans le système international. En définitive, enfin, bien sûr, on ne peut pas oublier les théories critiques, incluant l'approche néo-gramscienne et le constructivisme, qui examinent un petit peu les dimensions idéologiques et sociales des relations internationales en mettant l'accent sur les forces profondes, sur les structures de pouvoir et les processus de construction sociale. Les théories des relations internationales demeurent bien sûr, bien entendu, essentielles pour comprendre et analyser les défis contemporains du système international dans ce monde-là marqué par une interdépendance croissante, des crises économiques et sanitaires globales, des conflits régionaux persistants et des enjeux environnementaux urgents. Ces théories nous offrent des outils analytiques indispensables pour déchiffrer ces dynamiques complexes. Ensemble, bien sûr, en définitive, les théories des relations internes fournissent un cadre analytique indispensable pour naviguer dans cette complexité du monde contemporain. Merci d'avoir suivi cette vidéo, l'introduction sur les théories des relations internationales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de notre série. À bientôt pour la suite de notre exploration.